À Avignon, le procès d'une cinquantaine d'hommes accusés d'avoir violé une femme elle-même droguée par son mari pendant plusieurs années. C'est le moment de vérité qu'elle attend depuis plusieurs années. Dans quelques instants, Gisèle Pelicot fera face à son mari, Dominique. On dit de ce procès qu'il est celui de la culture du viol, de la masculinité, d'un système de domination patriarcale qui inverse les rôles de victimes et de coupables, de la banalité aussi des violences sexuelles. Un agresseur vise toujours et cherche toujours à anéantir sa victime. Et je pense que la question de la soumission chimique, c'est une question qui est le tabou c'est le tabou parmi les tabous. En France, il ne faut pas avoir recueilli le consentement de la victime pour faire en sorte nécessairement qu'il n'y ait pas de viol. Donc c'est ce que vous allez dire en fait, que ce sont des hommes ordinaires qui ont été piégés. On va aller sur ce terrain-là. Absolument, c'est ça. Et la France, pour moi, c'est la honte. À mon sens, c'est une honte absolue de se dire que ce pays n'avance pas sur ces questions, tout simplement parce qu'on manque de volonté politique. Et je pense que la société est prête. Combien de Gisèle derrière, quand on sait qu'elle a été voir X médecins et que les médecins en fait sont restés aux symptômes, comme on le fait très souvent en France, sans voir la causalité, sans la rechercher. Elle a vu des médecins généralistes, elle a vu des neurologues, elle a vu des gynécologues. Personne, aucun professionnel de santé n'a été capable de poser le bon diagnostic ou même de chercher au bon endroit. 80% des personnes qui agressent d'autres personnes, qui les violent, ce sont des personnes de l'entourage proche et très souvent la famille de la victime. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, à travers cette question de la soumission chimique, qu'on fasse la guerre en fait à cet imaginaire populaire. Il faut que les personnes qui sont aux manettes aujourd'hui, qui votent des lois, qui nous gouvernent, soient en capacité au bout d'un moment de mettre ça comme une priorité. Je m'appelle Arnaud Gallet, je suis cofondateur de M'endors pas, qui est donc un mouvement qui a été cofondé avec notamment Caroline Darian, qui est la fille de Gisèle Pelicot. Et donc on s'attaque avec beaucoup de force à la question de la soumission chimique et on veut effectivement que les choses bougent. Et j'ai également, moi, été membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants qui avait été mise en place par Emmanuel Macron en 2021. Alors pourquoi je suis rentré dans l'association ? Déjà parce que je connaissais Caroline avant de connaître cette horreur, bien évidemment, et forcément j'ai été touché. Et puis au-delà de ça, Caroline m'en a parlé parce que j'ai moi-même fait partie des personnes qui ont pris la parole au moment du MeToo inceste. J'ai été victime d'un double inceste quand j'étais enfant et j'ai été également parmi les personnes qui m'ont violé. J'ai eu un prêtre pédocriminel qui m'a donc agressé sexuellement et violé. Et donc forcément, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et quelle que soit en fait la stratégie, un agresseur vise toujours et cherche toujours à anéantir sa victime. Et je pense que la question de la soumission chimique, c'est une question qui est le tabou parmi les tabous. Alors qu'est-ce que la soumission chimique ? La soumission chimique, en fait, c'est le fait d'administrer à son insu des médicaments à une personne pour l'endormir, etc. et donc la soumettre chimiquement. Alors il y a plein de manières, en fait, il n'y a pas de médicament type, c'est important. C'est pour ça que je ne vais pas forcément donner d'idées à des personnes qui nous regarderaient. Néanmoins, on sait bien que dans les armoires à pharmacie, il peut y avoir des somnifères, etc. Bref, différentes choses qui peuvent permettre d'endormir en fait une personne. Et on voit bien dans l'affaire d'ailleurs de Gisèle Pelicot et surtout l'affaire de Dominique Pelicot et les 50 accusé que Dominique Pelicot il a été en fait étape par étape, petit à petit, pour être en capacité de voir à quel moment est-ce que Gisèle Pelicot sera parfaitement endormie. Pendant près de 10 ans, Dominique Pelicot, un septuagénaire, a drogué sa femme Gisèle Pelicot, aujourd'hui âgée de 72 ans, en cachant de puissants anxiolytiques dans sa nourriture, dans le but de la faire violer par des inconnus recrutés sur Internet, généralement à leur domicile de Mazan, dans le Vaucluse. Ce procédé, c'est ce qu'on appelle la soumission chimique. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très dangereux. Et qui permet aussi, c'est le viol, entre guillemets, parfait, si je peux dire les choses comme ça, parce que la personne ne se rappelle plus de rien, et la seule chose qui aujourd'hui a permis qu'il y ait un procès, c'est parce que, on le rappelle quand même, Dominique Pelicot donc filmait les scènes, et donc c'est ce qui était une preuve forcément indéniable, et donc qui permet aujourd'hui d'avoir le procès. Lors de l'enquête préliminaire, un dossier nommé Abus est retrouvé sur une clé USB de Dominique P. Ce dossier contenait plus de 20 000 photos et vidéos de sa femme en train de se faire violer dans la chambre conjugale. Les fichiers y sont soigneusement nommés et classés. Une date,
le prénom de l'agresseur et le nombre de fois qu'il est venu. Et le drame aujourd'hui, c'est pour nous, et ça c'est important, c'est tout le combat qu'on mène avec le mouvement M'en dors pas, c'est finalement de se dire, mais finalement il faudrait qu'on parvienne à former les médecins, à les accompagner notamment, pour qu'ils soient en capacité de repérer et donc de signaler, etc., tous les faisceaux d'alerte qu'il peut y avoir dans ce cadre-là. Pourquoi je dis ça et pourquoi c'est essentiel ? Parce que l'histoire de Gisèle Pelicot, finalement, combien de Gisèle derrière, quand on sait qu'elle a été voir X médecins et que les médecins en fait sont restés aux symptômes, comme on le fait très souvent en France, sans voir la causalité, sans la rechercher, alors qu'il y avait des maux de tête, il y avait des troubles gynéco, bref, différentes choses. D'abord, elle a perdu du poids, mais une perte de poids phénoménale, c'est-à-dire presque 10 kilos en 8 ans. Quand je l'avais régulièrement au téléphone, parfois je sentais comme des moments d'errance, comme si elle était dans un état d'ébriété avancé, alors qu'elle ne boit pas outre mesure. Elle a vu des médecins généralistes, elle a vu des neurologues, elle a vu des gynécologues. Personne, aucun professionnel de santé n'a été capable de poser le bon diagnostic ou même de chercher au bon endroit. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le combat, c'est de se dire qu'il faut absolument qu'on en fasse une question de santé publique, qu'on se serve de cette actualité qui est terrible, qui est nauséabonde, qui est atroce, etc., pour qu'on puisse déjà aller chercher d'autres personnes. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a quand même été contacté au niveau de l'association par différentes personnes, victimes d'inceste notamment, qui ont malheureusement été victimes aussi donc de cette fameuse soumission chimique qui vise, encore une fois de plus, à anéantir la personne, à la rendre comme morte. C'est bien ce qui est dit au niveau du procès. Et c'est vrai que pour nous, il faut absolument agir, et ça dit par ailleurs quelque chose de toute façon, malheureusement, de la manière dont on considère aussi le corps des femmes, quand on voit encore une fois que vous avez quand même dans ce procès qui est hors norme, plus de 50 personnes qui ont accepté la proposition faite par Dominique Pelicot. La police trouve aussi des milliers d'échanges postés sur le site coco.fr, dans un forum de discussion baptisé « À son insu ». Le site est connu pour être le théâtre de pratiques illégales, comme l'extorsion, la pédocriminalité ou encore les arnaques. C'est via cette plateforme qu'il recrutait des hommes pour qu'ils viennent abuser de sa femme alors qu'elle était inconsciente. Quand on parle de violences sexuelles en France, quand on parle de violences sexuelles faites aux enfants notamment, si on regarde ne serait-ce que les violences sexuelles faites aux enfants, on sait qu'on parle de violences sexuées. Violences sexuées, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a 81% de victimes qui sont des filles et 19% qui sont des garçons. Et les agresseurs, 94 à 97% d'entre eux sont des hommes. On voit bien que c'est un sujet qui dit quelque chose aussi de cette domination masculine, de la manière dont on s'approprie aussi le corps des femmes. Et c'est pour ça aussi que c'est un sujet de société. C'est un sujet et de santé publique, bien évidemment, au niveau de M'en dors pas, mais au-delà de ça, sur la cause de manière générale, c'est un vrai sujet de société où il faut qu'on arrive à changer la culture de manière considérable. Et c'est ensemble qu'on arrivera à le faire. Alors on a du mal à évaluer l'ampleur de la pratique en fait en France, et c'est bien le dommage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé, les autorités de santé de manière générale, donc les agences régionales de santé, ne sont pas du tout tournées sur cette question-là. Et nous, ce qu'on demande aujourd'hui avec le mouvement M'en dors pas, c'est que justement qu'il y ait un vrai sujet qui soit posé. Il y avait une commission d'ailleurs d'enquête qui avait été portée notamment par Sandrine Josso, qui est donc cette députée également victime d'un sénateur de soumission chimique. Et en fait, la question qui se pose, c'est qu'à un moment donné, il faut en faire un sujet. En fait, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique de se dire finalement combien de Gisèle derrière, combien également de Sandrine Josso, etc., pour qu'on soit en capacité de dénombrer. Et malheureusement en France, de manière générale, d'ailleurs on peut le dire de manière très simple, les violences sexuelles, que ce soit celles faites aux enfants, aux femmes, il n'y a pas vraiment de volonté politique de les dénombrer, donc du coup on est effectivement sur certaines statistiques, etc. Ne serait-ce que le chiffre qu'on donne en France de 160 000 enfants victimes chaque année, on sait qu'il est sous-évalué. Et pour autant, on va se baser sur certaines choses pour être en capacité de se dire quand même dans ce pays, on a un enfant qui est violé toutes les 3 minutes. Et on sait aussi qu'il y a une tentative de viol en France toutes les 2 minutes et demie. Les conséquences, elles sont multiples. Les conséquences déjà psychologiques, il faut imaginer par exemple, ne serait-ce que l'État, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais pensons quand même un petit peu à Gisèle Pelicot, à ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a subi, même si elle semble très forte, etc. Bien se rendre compte que c'est un déflagrement total. C'est-à-dire que quand ne serait-ce que l'annonce en tant que telle, et pour toute sa famille, c'est quelque chose qui est atroce. Donc déjà, ça c'est psychologiquement quelque chose de très dur. Et puis les risques quand même physiques et autres, sont malheureusement ceux d'une personne qu'on soumet chimiquement et avec forcément des médicaments à forte dose. Alors, il y avait là par exemple des centaines et des centaines de médicaments qui ont été pris et donc tout le risque que ça représente.
Alors c'est vrai que la question de la soumission chimique, on peut la trouver dans des espaces de fête, etc. On l'a souvent évoqué avec la drogue, notamment des boîtes de nuit, le GHB, etc., différentes choses, qui est quand même une soumission chimique bien spécifique avec une drogue. Là, quand on parle de soumission chimique, on parle quand même de médicaments. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est important. Et puis, ça, de manière générale, on a souvent l'impression, en fait, que la soumission chimique, justement, elle existe, en fait, en dehors de chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un imaginaire populaire qui vise à penser que le violeur, on a grandi avec ça, c'est forcément une personne qu'on ne connaît pas, qui est étrangère, etc. Faire attention. On dit aux enfants, d'ailleurs, on a grandi, pour moi, avec ça, j'ai une quarantaine d'années, on nous a toujours dit, fais attention si quelqu'un te propose des bonbons, etc. Or, en fait, 80% des personnes qui agressent, en fait, d'autres personnes, qui les violent, qui commettent des violences sexuelles, etc., ce sont des personnes de l'entourage proche et très souvent la famille de la victime. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, à travers cette question de la soumission chimique, qu'on fasse la guerre, en fait, à cet imaginaire populaire et qu'on arrive à se redire que le premier danger qu'il y a, en fait, pour une femme, pour un enfant, etc., malheureusement, c'est sa famille, c'est au sein de sa famille, au sein de son espace, avec des personnes qui sont très proches. Ce qu'il faut bien voir en France, c'est qu'il y a un vrai tabou, de toute façon, des violences au sein de la famille. Et on le voit bien, d'ailleurs, on parle de plus en plus maintenant de viols conjugaux. C'est quelque chose, quand même, qui apparaît de plus en plus nettement, quand même. Et même si je pense qu'on a toujours du mal à le condamner, etc., mais c'est quelque chose qui commence à faire son chemin. On voit bien, quand il y a eu le mouvement MeToo Inceste, avec 80 000 tweets en l'espace de 3-4 jours, ça montre bien, quand même, l'étendue. On parle aujourd'hui de 10% de la population française victimes d'inceste, quand même. C'est quand même un chiffre qui devrait tous nous alerter. Et donc, possiblement, forcément, parmi ces 10%, certaines personnes ont été victimes aussi de la soumission chimique, etc. Donc, parce que c'est ni plus ni moins un outil qui est utilisé. Après, combien de femmes, en tant que telles, victimes de viols conjugaux, etc., sont également, subissent la soumission chimique, c'est pour nous le sujet, quand même, qui est amené. Et on sait que, malheureusement, avant de parler, du viol conjugal, on parlait quand même d'une obligation, vraiment, pour la femme, d'avoir des relations sexuelles avec son mari, etc., sans se dire que c'est la question d'envie, du consentement, etc. Et vous pouviez pas vous permettre de tenir tête à vos maris ? Non, forcément. C'était des discussions. C'est tout de même lui qui rapportait l'argent, madame. Ah oui. Donc on voit que là, les choses changent, mais ça suffit pas, en fait, qu'elles changent au niveau de la société, parce que la société s'en empare, parce qu'il y a un mouvement MeToo, parce qu'il y a des prises de parole qui sont quand même assez fortes. Je pense qu'il faut que les pouvoirs publics soient à la hauteur des enjeux, il faut que l'État, il faut que le gouvernement soit en capacité d'agir, et nous, c'est ce qu'on demande avec force au niveau de Mandorpa. Et c'est pareil pour les enfants, en réalité. Quand on regarde effectivement au niveau des enfants, la question de l'inceste, c'est ce que Dorothée Ducy dit, c'est-à-dire qu'elle parle du berceau des dominations, c'est-à-dire qu'on est bien dans quelque chose où effectivement c'est la base même de la domination masculine, et donc c'est pour ça qu'on retrouve majoritairement donc des agresseurs qui sont de sexe masculin et des victimes qui sont d'ailleurs de sexe féminin, et effectivement quand ce sont des enfants et notamment les plus jeunes, on retrouve énormément de garçons. Donc il y a quand même cette question effectivement de l'appropriation du corps. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière, il y a toute la question de se dire il faut qu'on considère bien les femmes comme sujets de droit. Donc il y a tout le combat qui est fait au niveau des droits des femmes, et au niveau des enfants, il y a tout le combat qui est fait au niveau des droits des enfants. Ce sont deux sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, et surtout c'est un combat commun. C'est-à-dire que la lutte en faveur des droits des enfants et en faveur des droits des femmes, c'est le même combat. Alors, quelles sont les conséquences ? Quelles sont les conséquences pour les personnes ? En fait, on regarde la loi, aujourd'hui, c'est une aggravation. Aggravation de la peine, parce que le fait, effectivement, d'administrer une substance à l'insu de la personne, c'est déjà considéré comme une aggravation. Une fois qu'on a dit ça, on se dit, très bien, tout est prévu par la loi. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué parce que très souvent, en fait, les violences sexuelles, c'est un peu parole contre parole. Et du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la justice prend très peu en considération toutes les conséquences psychotraumatiques, etc., qui sont autant d'éléments qui permettent de démontrer, en fait, la question de la soumission, etc. Et souvent, en fait, ce qui se passe, et on le voit bien d'ailleurs dans le procès de Dominique Pellicot et des 50 accusés, c'est qu'on va passer au peigne fin, en fait, la victime, pour se dire, au bout d'un moment, est-ce qu'elle-même, elle n'a pas suggéré quelque chose ? Alors que toutes les preuves sont présentes d'un point de vue santé, qu'il y a même des vidéos, etc., c'est sans cesse, en fait, de ce côté-là qu'on va se retourner. Et donc, c'est pour ça que pour nous, ce qui est important, c'est que oui, la loi est faite, mais par contre, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une justice qui soit impérative, c'est-à-dire que la justice, en fait, en réalité, sur toutes ces questions-là, peut-être qu'il faut qu'il y ait une loi qui édicte, en fait, un certain nombre de faits pour éviter qu'on remette, en fait, les victimes dans ce que la Cour européenne des droits de l'homme, d'ailleurs, elle-même a appelé une victimisation secondaire. Parce que toutes ces questions qui sont posées aux victimes aujourd'hui, qui visent, en fait, à remettre en question, en fait, la question des mœurs, etc., de la victime, pour voir si elle est de bonne foi, parce que c'est ça, finalement, au bout d'un moment, faut que ce soit
faut que ça s'arrête. Je voudrais savoir ce que ça veut dire quand vous dites qu'il y a viol et viol. En fait, on n'a pas très bien compris. À partir du moment où on arrive à rapporter la preuve du fait que la personne qui a commis les actes de viol avait conscience de commettre des actes de viol, il y a viol. Sinon, il n'y a pas viol. Est-ce que le manque de consentement balaye pas tout ça? Qu'en France, il ne faut pas avoir recueilli le consentement de la victime pour faire en sorte nécessairement qu'il n'y ait pas de viol. Ce sont des hommes ordinaires qui ont été piégés, on va aller sur ce terrain-là? Absolument, c'est ça. Ce sont des gens qui ont été totalement dupés, bernés, trompés et piégés par M. Pélico. Alors pourquoi le cas Gisèle Pélico est médiatisé? Parce qu'il est hors norme en réalité. Il est hors norme parce que c'est un peu Madame Tout le Monde, si on peut dire les choses comme ça, et c'est Madame Tout le Monde qui nous renvoie un peu tous dans notre imaginaire populaire à la grand-mère parfaite, celle qui allait s'occuper de ses petits-enfants, notamment en Île-de-France, alors qu'elle vivait à Mazan, etc. Donc il y a quand même tout ce truc-là. Et puis il y a quelque chose qui est spectaculaire. Spectaculaire parce que, on a la stratégie de Dominique Pélico qui est ignoble, qui est passée au crible, mais tout simplement parce qu'il y a des vidéos. Donc il n'a pas le choix que d'avouer effectivement ce qu'il a fait. Et donc déjà, il y a ce côté un peu spectaculaire et donc qui conduit déjà à une réaction de soutien. Et puis à une forme, je ne vais pas dire de voyeurisme, mais quand même il y a quelque chose qui, on se dit, mais on cherche à comprendre. Et on se rend compte que finalement, c'est pas un monstre, c'est quelqu'un qui est un peu, entre guillemets, Monsieur Tout le Monde. C'est de se dire quand même, quand on voit ce procès, on a quand même 51 accusés sur le banc. C'est quand même hors norme. C'est assez rare qu'il y ait ce type autant de personnes. Et c'est en ce sens-là que tout simplement, c'est historique. Et puis, on est quand même face à quelque chose où, finalement, on se dit, ça fait combien d'années finalement que, et avec le mouvement MeToo, mais bien avant finalement, on peut remonter d'ailleurs à une autre Gisèle, à savoir Gisèle Halimi. C'est important quand même de le rappeler, qui s'était battue en fait sur toutes ces questions-là. En fait, une femme violée, c'est une femme cassée. C'est une femme éclatée. C'est une femme qui ne s'en remettra, à mon sens, jamais. Et quand elle se bat, elle a véritablement un courage parce qu'elle sait que ça n'est pas pour elle, s'en remettre, je ne sais pas si elle le peut, mais qu'elle le fait justement pour que les autres femmes ne passent pas par les épreuves qu'elle a subies. C'est l'histoire en fait qui se rejoue systématiquement. Et c'est de se dire, qu'a-t-on retenu de cette histoire? Qu'a-t-on retenu de Gisèle Halimi qui clamait avec force le viol est un crime? Et quand on regarde les chiffres aujourd'hui en France, malheureusement, on sait que ne serait-ce qu'au niveau des violences sexuelles faites aux enfants, on a moins de 1% qui aboutissent aux assises, donc qui sont considérés comme des crimes. Et c'est quasiment les mêmes chiffres en fait au niveau des violences sexuelles faites aux femmes. Donc on se dit au bout d'un moment, il y a quand même toute cette question-là qui doit être posée et qui s'ajoute effectivement à la question de la soumission chimique qui forcément nous effraie toutes et tous parce qu'on le rappelle, la France est quand même un pays où on a des armoires à pharmacie qui sont pleines et bien souvent avec une mise à disposition même au niveau des plus jeunes. Donc on peut imaginer qu'il y a quand même des choses qui sont à penser, nous, dans notre manière de faire et c'est ce qu'un État-providence comme la France en fait devrait faire et devrait donc s'emparer du sujet de la soumission chimique. Soutien massif, populaire, qui a pu être affirmé à Gisèle Pélico, il me semble extrêmement important. Pourquoi il est important? Parce qu'on le voit bien, en fait, au niveau des victimes de violences sexuelles en France, qu'on soit enfants, femmes, majoritairement, comme je le disais tout à l'heure, souvent on est rejeté, en fait, par tout l'environnement. Et donc, il y a là cette force sociétale qui viennent dire au bout d'un moment, Gisèle, tu n'es pas seule, etc. Il y a quelque chose qui est très beau en réalité. Une fois qu'on a dit ça, là où le bas blesse, à mon sens, c'est que les politiques, qui devraient être, à mon avis, à mon sens quand même, porter l'étendard de la lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants, de la lutte contre la soumission chimique, etc. Je dis pas qu'aujourd'hui ils sont aux abonnés absents, mais quand même, il y en a certaines qu'on avait vues, je parlais de Sandrine Josso, etc. Ça fait un petit moment qu'elle porte les choses. Par contre, il y a quand même un silence radio de la classe politique dans son ensemble qui, moi, m'interroge. Je le dis, c'est-à-dire qu'on est quand même face à quelque chose qui est spectaculaire. On vit aujourd'hui en France avec, on a l'affaire Dominique Pélico et des 50 accusés, on a l'affaire Abbé Pierre qui ressurgit, où on vit avec nos fantômes, on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, en 2021, il y avait un rapport qui a été remis au président de la République de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui faisait état de 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église, et personne ne parle, en fait. Et la France, pour moi, c'est la honte, à mon sens, c'est une honte absolue de se dire que ce pays n'avance pas sur ces questions, tout simplement parce qu'on manque de volonté politique, et je pense que la société est prête, la preuve, on voit bien quand même la manifestation aujourd'hui quand même d'ampleur de soutien par rapport à Gisèle Pélico. Ça dit quand même quelque chose du fait que la société est prête à avancer. Et donc avançons. Et donc pour avancer, on sait bien que il faut que les personnes qui sont aux manettes aujourd'hui, qui votent des lois, qui nous gouvernent, soient en capacité au bout d'un moment de mettre ça comme une priorité.
peut-être c'est important quand même de le dire, rappeler quand même qu'en France, il y a des numéros qui existent. Pour les personnes qui sont dans le doute, au niveau des enfants, il y a le 119, qui est un numéro qui est très important. C'est Allo Enfance en danger. Et puis, vous avez un autre numéro qui est extrêmement important, c'est le 3919 pour les femmes victimes de violences. Dans le doute, pas de doute, appelons-les. Alors, on sait bien que par moment, il y a des manques de moyens. Certains disent oui, bon, c'est difficile de les avoir. Moi, je les ai déjà eu plusieurs fois au téléphone. On a des personnes qui sont de grande qualité. Et c'est en étant conscient et vers quelque chose de quand même plutôt positif, dans le doute, pas de doute, appelons. Qu'on arrivera aussi, évidemment, sûrement, nous, collectivement, société civile, etc., à agir et aussi à faire un barrage aux luttes contre toutes les formes de violence faites aux femmes et aux enfants, et toutes les formes de violence, d'ailleurs, même aux hommes qui arrivent, bien évidemment, parce qu'on ne va pas les oublier, sinon on sait qu'on va avoir le droit à un no tollman. Donc, disons-le clairement, agissons toutes et tous contre les violences. Voilà.